Bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous voir parmi nous de nouveau à cette deuxième rencontre qui est liée à l'exposition qui s'appelle Répare Reprise et qui se passe actuellement à la Cité internationale des arts. Je suis Natacha Petrichin-Bachelez, responsable de la programmation culturelle à la Cité, ensemble avec Alix Cornon. Alix Cornon, je suis chargée de la programmation culturelle auprès de Natacha à la Cité. Et on est à la Cité, on a accueilli cette exposition qui a été prévue d'une collaboration avec l'association donc Porte ouverte sur l'art, qui a étendu l'invitation à la curatrice et cinéaste de films documentaires Nora Philippe pour créer une exposition extrêmement touchante et d'une beauté incroyable, qui est en vue dans la grande galerie ouverte. Donc, elle s'est ouverte le 1er avril et la Cité, ensemble avec toutes les organisatrices de l'exposition, a décidé d'organiser quand même des petits groupes de visites donc, pour les gens qui veulent quand même venir voir l'exposition. L'exposition aura sinon sera en vue jusqu'à 10 juillet. Et vous pouvez nous toujours écrire à la programmation de la Cité pour obtenir le lien pour s'inscrire. Et donc cette deuxième rencontre, je vais passer la parole tout de suite à Nora Philippe qui anime cette deuxième rencontre. Et donc ces rencontres qui sont un peu pensées comme les lieux de rencontre entre deux artistes, de partage de parole entre deux artistes qui exposent par reprise. Et aujourd'hui, on accueille Farah Khalil et Mara Yamin. Et avant ça, je vais vous demander à tout le monde, je vous remercie de vous mettre en muet. C'est en bas, vous avez un microphone en bas à gauche pour vous mettre en muet. Donc, je vous remercie de faire ça. Et d'utiliser le chat. Dans la même barre ici en bas, vous avez conversé avec une petite bulle. N'hésitez pas de poster vos questions qui vont être prises en compte par Nora au fil de la discussion. Et avec ça, donc, je vous invite à une très belle soirée et remercie à toutes les organisatrices très chaleureusement d'avoir mis ça en place. Et je salue aussi ma collègue qui est un peu cachée, Angélique Veillé, qui est la porteuse de toute la structure qui permet de nous voir ainsi. Merci et je vous souhaite une bonne rencontre. Bonsoir, merci beaucoup Natacha de cette introduction, de ton hospitalité numérique et pas que, et surtout donc de la possibilité de montrer les œuvres en attente d'une ouverture au public, mais les œuvres donc, des 15 artistes invités à la Cité internationale des arts. Et je remercie aussi donc, le collectif Portes ouvertes sur l'art qui rend aussi donc, possible ce cycle de rencontres. Alors, ce soir, nous sommes réunis autour de deux artistes qui sont exposés dans l'exposition Répare Reprise. Donc, c'est Farah Khalil et donc Mara Yamin, que je ne vois plus sur mon écran. J'ai envie de les avoir face à moi pour leur parler, parce que ça va être effectivement une conversation. On est dans ce format-là. Et donc, je suis très heureuse que vous soyez là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et donc, vous parlez depuis Paris et je crois bien Rouen. Voilà. Pour quand même spatialiser et rendre plus réelles nos existences physiques et nos paroles. Alors, en quelques mots, je ne vais pas être longue. Farah Khalil, née en 1980 en Tunisie, a étudié à l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis et est titulaire aussi d'un doctorat en arts et sciences de l'art à l'École des arts de la Sorbonne à Paris. Vous avez sûrement vu son travail à Tunis, Londres, Milan, New York,
mais aussi évidemment à Paris. Et donc tout récemment, elle a été nominée au prix Aware 2019. Elle a obtenu la bourse de l'Arab Fund for Arts and Culture, et son travail, outre donc sa présence dans l'exposition Ré pas reprise, est aussi visible dans le cadre de l'exposition Freedom of Sleep à la Fondation Finico à Romainville, et donc qui, je l'espère, est ouverte à minima à des visites dites professionnelles. Voilà. Et Maha Yamin, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, car elle a été sélectionnée dans le cadre du dispositif atelier Médicis, création en cours, a eu une magnifique exposition aussi à Yvetot, qui avait ce très beau titre Tenir salon, et elle a été distinguée par une résidence à la Cité internationale des arts. Et Maha Yamin est, elle, née en 1986, 6 ans après Farah Khelil, et elle donc au Liban. Et elle a, après des études de biologie, étudié la peinture, et une fois à Beyrouth, à la faculté des Beaux-Arts, et une fois en France, a fait un master à l'ESSAD à Valenciennes, mais aussi un post-diplôme aux Beaux-Arts à Paris, qu'elle a terminé tout récemment, je crois bien, en 2019. Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir, et je vais commencer par vous soumettre un texte que j'aime beaucoup, qui vous sera complètement nouveau. C'est une surprise, je ne vous ai pas parlé de ce texte, il m'est réapparu aujourd'hui, et il a énormément résonné avec vos travaux. Je vous le soumets, je le mets en partage, et je vous dirai, vous devinerez peut-être de qui il est après. Visite à la maison de Goethe. Je ne peux me souvenir d'avoir vu des pièces dans le rêve. C'était une enfilade de couloirs badigeonnés, comme dans une école. 2 vieilles touristes anglaises et un gardien sont des figurants du rêve. Le gardien nous invite à signer le livre d'or, qui est ouvert sur un pupitre de fenêtre, tout au bout d'un corridor. Comme je m'approche, je découvre en le feuilletant que mon nom y figure déjà dans une grande et indocile écriture d'enfant. C'est Walter Benjamin dans son ouvrage Rêve. Et je me suis dit que toutes deux, vous parcouriez des maisons et vous parcourez des espaces-temps qui ont trait à l'enfance et aussi à quelque chose, à des périodes que l'on aurait peut-être habitées malgré soi. Voilà, alors je ne sais pas qui de Farah ou Maha veut rebondir sur cette question de la maison que l'on réinvestit par des souvenirs, mais des souvenirs que parfois, qui sont déposés dans des objets et des livres, mais parfois quasiment sans que l'on ait conscience. Farah? Commence, voilà. Non, commence-toi. Ok. Oui, moi, je peux faire une petite relation avec le contexte libanais et le contexte d'une partie de mon travail, puisque l'art contemporain libanais a commencé à apparaître après la guerre civile libanaise, avec une génération d'artistes qui ont vécu la guerre. Et puis, il y a eu cette nouvelle génération d'artistes libanais qui n'ont pas vécu la guerre. Alors, cette génération, moi, je suis dans cette génération, nous avons hérité un pays, des paysages et des gens qu'on rencontre qui étaient altérés par un certain événement qu'on ne connaît pas. On habite dans ces mêmes maisons et dans ces mêmes architectures, sans connaître vraiment ce qui s'est passé, mais on est là. Et moi, c'est là que je cherche dans mon travail. C'est ce que j'essaie de chercher. Oui, pour ma part, en fait, merci beaucoup pour ce beau texte, Nora, vraiment. Et je profite aussi pour remercier tout le monde et remercier pour cette invitation. Et en fait, par rapport à la question d'un rapport à l'enfance, mais peut-être surtout aussi au cadre de cette enfance, c'est-à-dire
le cadre domestique, familial. Donc moi, j'ai grandi à Tunis et effectivement, je pense que ça a joué un rôle, pour moi, le contact, peut-être ou l'éveil esthétique, elle a commencé plutôt, dans les maisons, effectivement. Donc moi, voilà, je suis née en 1980, l'art à cette époque-là, il était présent, mais il n'est pas forcément très, très visible et lorsque j'ai poursuivi mes études aux beaux-arts, donc dans les années 2000, jusqu'à 2006, il n'y avait pas forcément énormément de lieux, pour aller, visiter, les œuvres d'art, je ne sais pas, comme les galeries ou les musées et cetera. À cette époque-là, c'était vraiment, très, très peu. Et c'était dans les maisons, en fait, que j'avais plutôt un aspect, esthétique, par exemple les peintures, de mon père qui est peintre, qui était, donc accroché, chez nous. Mais aussi, il avait, enfin, ses 2 oncles, qui étaient aussi peintres, mais dans d'autres maisons, des oncles et tantes, j'avais ces peintures qui m'avaient énormément marquée. En fait, je les regardais énormément parce que je passais du temps je pense beaucoup à contempler, à rêvasser et je me rappelle, donc c'est surtout des peintures, des natures mortes. Enfin, c'est des peintures qui ressemblent beaucoup à un peu à ce qu'on voit dans l'histoire de l'art occidental, hein. J'avais pas forcément, hem, après c'est des représentations bien sûr de paysages et de figures, locales et aussi encore une fois donc ces tables, recouvertes de plaques de verre que ma mère, s'amusait énormément à glisser des morceaux de papier, des, des photos, de famille, tout ça, à côté ou sur ou en dessous des napperons de crochet qu'elle réalise elle-même. Donc oui, je pense que mon musée, c'était un peu, et je pense que je suis pas la seule, hein, en Tunisie, le musée et le cadre esthétique étaient, un peu les maisons, quoi. Alors, tu faisais référence à cet ensemble d'œuvres qui s'intitule Notes de chevet, qui est montré dans l'exposition Répar Reprise, dont le titre doit beaucoup donc, à Notes de chevet de Sei Shonagon. Ton inspiration est souvent littéraire. Ce sont des lectures qui nourrissent ton travail, entre autres. Et ce sont donc des tables de chevet qui c'est pas seulement des objets évidemment, ce sont aussi ce sont des rencontres avec des objets, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de hasard, c'est-à-dire que tu produis les œuvres lorsque tu rencontres ces objets. La manière dont tu as par exemple souhaité les exposer ou les montrer donc, à la Cité, il s'agissait aussi effectivement de casser, d'être dans une hybridité entre leur statut de mobilier, qui donc tout de suite fait référence à la maison, et leur statut de sculpture. J'aimerais bien peut-être que tu reviennes à ce statut de sculpture. Oui, alors je ne sais pas, peut-être je vais profiter pour partager une photo, de ce travail. Heu, voilà, si ça marche bien, je vais aller directement. Vous me dites si vous voyez l'écran. Heu, voilà. Vous avez l'image? Alors, oui, en effet, ce travail, donc il a débuté, en 2007, en 2017 pardon, lors d'une résidence, dans le sud de la Tunisie, à Gafsa, dans une ville, en fait, c'était une résidence, c'est un projet donc qui s'appelle, Under the Sound et c'était initié par une artiste tunisienne qui s'appelle Souad Meni, avec le commissariat donc de Marion Zilio et Jean-Christophe
Christophe Arcos. On était donc dans le sud de la Tunisie et dans cette ville, donc Gaf, je suis allée à l'encontre d'une partie de ma famille paternelle, la grande-tante de mon père, où je suis allée la rencontrer et elle m'avait montré énormément de photos de famille en me racontant un peu les histoires de chacun, etc. Et j'ai fait pas mal de photographies, j'ai cette pratique qui est très redondante dans mon travail de photographier les photographies. Et ensuite, j'ai tout simplement visité sa chambre, la maison, etc. Et j'ai vu ce dispositif, encore une fois, que ma mère fait, que cette grande-tante le fait aussi, de glisser ses photos sous la vitre de sa table de chevet, ces 2 tables de chevet. Donc, c'est là où vraiment j'ai eu l'intuition et l'impulsion d'ailleurs d'activer ce dispositif d'exposition sculpturale, en effet, parce que d'ailleurs ça m'a permis, je pense que ça m'a permis de oser, de me sentir apte ou peut-être légitime à parler de sculpture, moi qui étais formée plutôt aux beaux-arts, à la peinture. Effectivement, c'est une sculpture dans le sens où on s'éloigne un peu du mur dont on a l'habitude d'accrocher les photos, d'avoir un rapport peut-être un rapport frontal au tableau, aux photos, etc. Et pour ma part, c'était en plus, c'est une sculpture, mais c'est aussi chargé de toute son histoire. Déjà, symboliquement, ça renvoie donc à, au sommeil ou à l'insomnie d'ailleurs. C'est aussi là où on pose les livres on va lire un livre avant de dormir. Il y a les tiroirs qui peuvent porter voilà, des éléments intimes ou de pratique. Et en même temps, j'aimais bien l'idée de transformer cet objet en sculpture, mais en sculpture peut-être photographique. Je ne sais pas, une photographie-sculpture aussi. C'est-à-dire que ce qui me plaisait, c'est de jouer ou déjouer ou détourner cet objet en non seulement mettant des photographies, donc mes propres photographies de photographie que j'ai réalisées à GAFSA chez cette grande-tante, mais aussi les napperons de crochet que je récupère de ma mère, des notes que j'écris moi-même, des aquarelles, ça m'arrive de temps en temps, mais ce que j'ai aussi beaucoup essayé de faire, c'est aussi d'incruster à plat, donc encore dans cette platitude en fait d'images fixes, mais aussi d'images mouvement. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'incruster un écran pour mettre une vidéo qui va être une image mouvement et à la même euh, au même degré que les documents et les photographies. Et oui, c'est un objet hybride, on peut tourner autour, on se rapproche, on est appelé à le toucher aussi. Souvent, je vais placer des lentilles ou des agrandissements qui permettent de passer sur des détails pour les agrandir. C'est un objet scopique pour moi, c'est un objet qui renvoie aussi aux vitrines dans les musées. Donc, je joue aussi sur ça, sur le trompe-l'œil. Et chaque élément est vraiment agencé avec un autre d'une manière intuitive, mais aussi des fois d'une manière assez précise, qui va renvoyer à des éléments de lecture de mon travail en général. Ou, voilà. Et ce qui me plaît encore plus, ce que j'aime faire, c'est jouer maintenant aussi à poser des objets par-dessus. Donc il y a vraiment ce dispositif, spontanément, en fait, il offre tout ce que j'ai besoin pour exprimer mes sentiments, effectivement, de lecture beaucoup philosophique et littéraire, d'avoir une forme d'iconographie. J'ai une esthétique quand même
graphique assez intense. Je compose avec les images, donc ça me permet de faire ça. Ça me permet aussi d'hybrider, de mélanger des photographies, des objets, des éléments et de superposer plusieurs plans à la fois avec cette transparence et grâce aussi à ce plaque de verre qui vient aplatir le tout et qui peut tout simplement renvoyer aussi à l'écran, qui peut renvoyer au cadre de photographie, mais aussi, disons, à cet élément qu'on oublie, qui est un élément inventé il y a très longtemps, en fait, comme un élément qui permet en même temps de protéger, mais de montrer et et de rendre un peu sacré ou de donner de la valeur à ces images qui sont exposées. Donc la vitre, et ça renvoie aussi à l'art chrétien inventé dans les églises, donc de protéger des éléments sacrés et en même temps de pouvoir les montrer. Donc la transparence, en fait, ça renvoie aussi à l'histoire de l'art occidental. Oui, de conserver, en fait, à la fois de montrer et de conserver. Et en même temps, dans ces objets, il y a une part, entre guillemets, publique de monstration et une part privée des tiroirs où des objets sont là, mais sont cachés. Donc, il y aurait voilà, les espaces d'exposition et les réserves. Mais en tout cas, là aussi, il y a une hybridité entre le public et le privé pour des objets qui disent, ils n'empêchent principalement une forme d'intimité. Et alors justement, est-ce que donc tu évoquais donc, ailleurs, par ailleurs, hein, tu as déjà souligné combien finalement, non pas peut-être pendant, mais après tes études à Tunis, tu t'es employé à casser ou hybrider le white cube. Il me semble aussi que, je ne sais pas si tu vas aller sur ce terrain-là ou pas, mais il y a quand même dans ces objets quelque chose qui définit, enfin, qui parlerait de gestes pratiqués par des femmes, transmis, des affaires de transmission féminine, en l'occurrence entre une grand-mère, une mère et une fille. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas forcément formulé jusqu'ici? Est-ce que c'est voilà, est-ce que ça te parle quand je te dis que c'est ton woman's house à toi, en fait, cette collection de pièces ou pas? Oui, oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est surtout une référence maternelle, en fait, parce que la pratique des napperons de crochet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ma mère qui les fait. C'est d'ailleurs celle qui réussit à les faire le plus. Ses sœurs, elles font plutôt le crochet, et j'ai grandi avec de mamie couturière, donc la couture, tout ça, c'est des choses que vraiment j'ai grandi dedans. Et, et la table de chevet, tout simplement, c'est vraiment les deux tables de chevet de mes parents avec lesquelles j'ai grandi et je pense, pour moi, c'est une référence. C'est les premières. Ensuite, Agaf, ça plus tard, je les ai retrouvées ailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément tunisiens d'ailleurs me disent qu'ils ont aussi la même chose dans leur famille. Mais moi, très clairement, c'est effectivement voilà, c'est pas forcément le trousseau, mais cette pratique de couture et de crochet, napperon, etc., que ma mère pratique énormément jusqu'à aujourd'hui. Bon, je crois, Mahek, que c'est une transition absolument sublime que nous offre Farah vers ton travail. Alors, on va venir à la question des napperons, de la couture, mais moi, je voulais en fait revenir un peu plus en arrière et vous évoquer la pièce que tu intitules 20 mètres carrés, qui a trait, elle aussi, à l'espace et non pas à la maison, mais à la prison. Et j'aimerais bien, et après on ira à la maison, et peut-être la maison justement comme, à la fois comme prison, mais aussi comme refuge. Ce serait formidable si on pouvait voir, je peux aussi les partager, mais alors je n'ai pas ton... Je peux les partager parce que j'avais prévu que c'est une pièce dont je peux parler.
Et je pense que 20 mètres carrés, donc avant la question du textile, du féminin, nous amène à une question aussi évidemment politique et qui a trait à la question du temps et à la question aussi de l'histoire de la guerre au Liban. Tu as souvent insisté sur le fait que, étant né donc en 86, la guerre et la mémoire de la guerre est toujours là, mais toi, ça n'a pas été ton expérience directe. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ça? Oui. Oui, alors je n'ai pas moi de souvenirs de la guerre, ni de violence, ni de mort, mais on est toujours au Liban, je crois qu'il y a toujours un vocabulaire qu'on entend toujours, qui peut faire allusion à ce qui se passait pendant la guerre, à comment on vivait pendant cette période. Parfois, il y avait même ironiquement de bons souvenirs qu'on était tous réunis, par exemple. Et on se sentait en sécurité dans ces 20 mètres carrés qui est l'abri souterrain qui était présent à peu près dans plusieurs immeubles et maisons. Et il y a par exemple tous les habitants de l'immeuble qui viennent se réfugier là. Dans le cas de ma famille, c'était sous la maison de ma grand-mère, par exemple. Et puisque c'est évoqué dans les conversations de tous les jours, je voulais faire une expérience avec ça. Et c'est vraiment le rapport à l'espace, la mémoire et les objets que je questionne dans cette pièce. Alors, est-ce que vous pouvez voir l'écran? Il faudrait peut-être que tu cliques sur les fichiers pour les mettre en grand, mais le partage d'écran est fonctionnel. Oui. Et donc, tu passes par la miniaturisation, en fait. Là, vous voyez. On voit sous forme de liste de fichiers, mais pas de diaporama, en fait. Comment faire? Si tu double-cliques ou… Comme ça. Je vais arrêter et puis recommencer. Alors, c'est toujours comme ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est parfait. Là aussi? OK. Alors, ce que j'ai fait pour cette pièce, c'est que j'ai demandé à 20 personnes à peu près de ma famille et de mon village qui se réfugiaient dans le même abri souterrain qui faisait à peu près 20 mètres carrés. Pendant toutes les années de la guerre, mais c'était des allers-retours, ça dépend des périodes. Et là, je leur ai demandé de dessiner les objets dont ils se rappellent. Et d'après leurs dessins, j'ai fait les sculptures en terre, non cuite. En miniature aussi. Et j'ai essayé de garder toutes les déformations de leurs dessins. Je n'ai pas essayé d'idéaliser leurs dessins ou de les arranger. Et là, j'ai eu à peu près tous les objets qui étaient présents dans ces 20 mètres carrés. Et l'installation, c'est 20 mètres carrés délimités au sol, avec tous les objets qui devaient être là, mais en miniature. Alors, si on s'imagine que c'est la taille réelle, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Alors, oui. Alors, c'est ça. Tu veux continuer ou je peux prendre le relais, hein. Oui, oui, si tu as une question, c'est mieux. Okay. Oui, mais plein évidemment. En fait, donc c'est intéressant parce que donc tu parlais sur ce que tu disais du témoignage. Donc en fait, il me semble que très régulièrement, tu travailles d'abord autour de la collecte de témoignages, de souvenirs. Ensuite, tu produis une pièce qui est de l'ordre de la sculpture, de l'installation ou du travail textile, oui. Et tu la doubles, tu la couples, tu l'accompagnes d'un projet vidéo qui se fait également en fait le support, à la fois l'archive en fait, et le support de ce témoignage-là. Pour 20 mètres carrés, oui, il y avait une vidéo qui accompagnait, mais qui peut être présente avec l'installation ou non, parce que la vidéo pouvait être aussi une pièce. Et la vidéo, c'était les mêmes personnes qui ont dessiné. On racontait comment ils vivaient.
Et cette vidéo que j'ai appelée Mon songe rassemblait juste les beaux souvenirs. C'est-à-dire, on était là, on se sentait en sécurité, on était là, on jouait aux cartes, on mangeait ensemble. Alors, j'ai éliminé tous les mauvais souvenirs et j'ai gardé juste la vidéo des bons moments qui étaient rares dans ce cas. Mais la vidéo n'est pas toujours comme une documentation ou une archive. Ça peut être une pièce dans d'autres cas. Je peux montrer un petit exemple si vous voulez. Et c'est le cas de la vidéo que j'ai appelée Fanfare, qui est celle-là. Alors là, ces gens, c'est mes parents, mais comme beaucoup d'autres jeunes du village pendant la guerre, ils ont appris à jouer la musique militaire parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose à faire. Ils étaient adolescents, ils n'avaient plus d'école, plus de travail. Et ils ont appris tous ensemble la musique militaire. Ils ont fait une fanfare qui participait parfois à des compétitions de musique et qui jouait dans les mariages. Et puis cette fanfare a disparu en 85, aussi pendant la guerre, parce qu'il y avait eu un des musiciens qui a disparu. Alors là, c'est 30 ans après que j'ai demandé à mes parents de ressortir leur tambour. Ils n'avaient pas joué depuis 1985. Et cette vidéo, ça peut être une performance parce que c'est une performance d'une seule fois où je leur ai demandé de jouer un morceau de musique pour la première fois depuis 30 ans, sans s'entraîner avant. Et là, c'était comme une performance et c'était une surprise pour moi et pour eux parce que tous, on ne savait pas ce que ça va donner. Est-ce que je montre quelques secondes? Chambissement. Ok. Alors, il y a forcément une impression d'irréalité parce qu'en fait, il n'y a pas de son. Je pense, dans cette vidéo, il y a du son normalement. Oui. Voilà. Il n'y a pas, ok, vous n'avez pas eu le son. Et en fait, c'est ton micro qui prend le dessus en fait, dans son ordinateur. Donc là, on a une impression effectivement de revenant sans son. Voilà, ce qui n'est pas inintéressant, mais je précise que ce n'était pas le projet initial. Okay. Ils ont arrivé à jouer, c'était une surprise pour eux aussi, mais il y avait quelques moments d'hésitation, d'oubli. Oui, alors là, la vidéo pour moi n'est pas juste une archive qui peut rester de côté, mais c'est la pièce en elle-même. Alors, c'est ce processus-là, où tu impliques en l'occurrence ton père, il est aussi à l'œuvre dans un autre ensemble vidéo-pièce, voilà, Robe bleue et la vidéo Moussa. Donc la robe bleue est montrée à la Cité internationale des arts. Et moi, c'est une pièce qui me touche énormément. Enfin, de toute façon, l'objet est en soi bouleversant puisqu'il a trait à l'enfance. Il est imparfait et il est là dans sa nudité, dans son imperfection. Mais par ailleurs, il renvoie aussi à un processus que moi, j'appellerais de sorte de réparation temporelle ou en tout cas de connexion avec un temps révolu et en même temps qui s'est comme déposé en fait dans les corps et dans les gestes et que tu réactives en fait en quelque sorte. Oui, là aussi, c'est un peu la même démarche où il y a ces mots que j'entends que oui, moi, quand j'étais enfant, je faisais des robes, des vêtements pour les enfants, avec toute la famille, bien sûr, avec ses sœurs, avec ses parents. C'était une production de famille. Et ils étaient tous des enfants qui revenaient de l'école et qui devaient venir faire leurs 10 robes, par exemple, par jour. Et puis, cette production s'est arrêtée quand la guerre a commencé parce que le magasin qui achetait leur production est fermé. Et là, alors, je peux dire que c'est plus que 40 ans après que je demande à mon père de refaire cette robe. Et là aussi, c'était une plus grande peur pour lui parce que quand il a arrêté de faire des robes, il avait 15 ans.
Et là, il a repris la machine, il a huilé la machine qui ne marchait plus et il a accepté le défi. Et là, j'ai filmé aussi, j'ai tout filmé sans couper, sans intervenir, juste son combat avec sa mémoire et la machine pour avoir cette robe. Et de l'autre côté, la robe, il y a des mailles qui manquent, elle est imparfaite parce que les manches sont à l'envers, elle est disproportionnée, mais il a fait la robe. Et là, je peux vous montrer quelques instants de la vidéo aussi, si vous arrivez à voir. Mais aussi, il y a du son que peut-être vous n'aurez pas chez vous. Oui, alors là, on a pu voir quelques secondes des 1h20 et là aussi, la vidéo, puisque c'était quelque chose qui allait se faire une seule fois, parce que c'était là l'idée de ne pas essayer avant, je la considère aussi comme une performance, mais puisqu'elle ne peut pas se refaire, elle est filmée. Et la robe peut toujours être montrée sans la vidéo. Le geste de la navette, qui se reproduit des centaines de fois dans le film est absolument fascinant. C'est quelque chose d'hypnotique et que l'on retrouve sans que ça ait été filmé, dans un geste donc non pas de retrouvailles et de reconstruction, mais de déconstruction, avec la pièce intitulée À rebours, qui est aussi donc présentée dans l'exposition. Oui. Ce n'est pas seulement pour ça que je veux qu'on en parle. Voilà, c'est une œuvre absolument remarquable où, après avoir été brodée, cette nappe, donc qui est une grande nappe, hein, on ne conçoit pas forcément l'échelle là, mais que tu as, et donc collectivement, tu vas peut-être nous en dire plus, mais débrodée. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ce geste de défaire. Et peut-être qu'en défaisant, on retisse un nouveau monde, hein, mais tu as défait. Oui, oui, comme disait Farah avant, que ces pratiques de broderie et du trousseau, c'est des pratiques qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de soins, parce qu'elles vont être valorisées dans les maisons. Elles vont créer cet endroit qui est en sécurité, quoi qu'il arrive dehors. Alors, ils ont aussi ces objets une valeur pas seulement décorative, mais pour moi, ils ont une valeur très symbolique de comment on fabrique notre intérieur et notre vie. Et puisque aussi j'ai vu ma mère et ma grand-mère et toutes les femmes de ma famille qui ont occupé la plupart de leur temps à faire des travaux de l'aiguille, alors je connais cette valeur de ces objets. Aussi, j'ai appris ces techniques et j'ai vu combien c'est difficile et combien ça prend du temps. Et le soin qu'il faut porter à cette pratique. Alors là, j'ai décidé de débroder une broderie avec le même soin, en prenant soin de ne pas la déchirer, de la traiter avec la même valeur que la broderie qui se fait, mais là qui se défait, et sans vouloir retirer de sa valeur de cet objet. Et oui, ça a pris plusieurs mois de travail, comme si c'était une broderie qui est en train de se broder. Et c'était ça l'intéressant, le temps qu'elle a occupé pour faire le geste inverse. Alors, ce n'était pas plus facile, ce n'était pas
Alors, ce geste de défaire, non sans difficulté et sans soin, Farah, tu l'as opéré dans un ensemble d'œuvres qui s'intitule Fouille, qui se base sur donc la réappropriation de diapositives. Et en fait, en entendant Maha et en voyant là des images de son œuvre 20 mètres carrés, je me suis dit que là, dans le cas du travail, de ton travail, Farah, on parle beaucoup d'effacement, de reprise, de réappropriation. Mais en fait, le laser, enfin, il y a aussi une brûlure, en fait. Et j'ai l'impression que finalement, avec cette œuvre, tu négocies avec beaucoup de douceur et de délicatesse, et aussi en étant dans la théorie, mais tu négocies vraiment avec la violence, en fait. Bon, j'ai jamais vraiment vu cette question de violence, mais c'est vrai que effectivement, j'ai pris conscience aussi que ce que j'essayais de faire, de découper comme ça sur un film tout petit, hein, c'est des films de diapositives avec la machine donc au laser, effectivement que c'était de la brûlure. Au début, ce n'était pas forcément prémédité, disons, mais c'est vrai qu'avec du recul, il y a bien c'est assez violent. Pour reprendre un peu cette pratique, peut-être je vais revenir un peu à l'origine de comment j'ai pensé, comment je suis arrivée à écrire sur ces films. Peut-être je remonte comme ça. En fait, tout a commencé surtout avec des cartes postales de la Tunisie. C'est ici que je vais, au lieu de les donc que je vais découper avec un cutter directement sur la photographie de la carte postale, des éléments de cette photographie. Donc là, comme on voit sur l'image, c'est un minaret, par exemple. Et je vais toujours exposer le côté de l'écrit où on voit aussi les timbres et l'adresse, etc. Des fois les cartes postales sont aussi vierges. J'ai réalisé ce travail en 2012. Et ça faisait déjà quelques années que je suis à Paris, donc je vis depuis 2007 à Paris. Et c'est là où j'ai découvert ces cartes postales. Donc j'ai découvert en fait une image de mon pays que je connaissais pas. Parce que, puisque ce sont des cartes postales qui ont été envoyées de la Tunisie. Donc, généralement, c'est des cartes postales d'archives. J'en ai trouvé, donc, ce que j'ai commencé à travailler avec des cartes postales en 1910 jusqu'à les années 80-90. Donc, au début, c'était surtout des personnes qui se sont installées en Tunisie. C'était l'époque coloniale, enfin, en tout cas, de cette époque-là. Et ensuite, vers l'époque moderne, c'était plutôt des touristes et beaucoup de touristes d'ailleurs qui vont dans les hôtels et dans les villes touristiques en Tunisie et qui vont envoyer donc leur carte postale. Et cette découverte, elle m'a émue, déjà parce que je trouve pas ces objets donc en Tunisie, et puis puisque j'ai, contrairement à ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure pour les tables de chevet, un rapport un peu ambigu avec les images, c'est-à-dire j'ai en même temps une pratique très iconographe et en même temps une pratique qui va abolir l'image, qui va l'effacer, qui va la cacher, qui va voilà, essayer de la limiter au maximum, en tout cas de travailler avec son négatif ou son revers ou son rapport à l'écriture aussi. Donc ce rapport aussi que j'ai pu peut-être été beaucoup touchée par
par des œuvres ou des pratiques conceptuelles où le texte et l'image sont très liés. Et c'est là où je vais mettre plutôt le texte en avant. Et j'aime bien dans ces coupes que je réalise dans les cartes postales, encore une fois, il y a aussi une forme de violence parce que déjà, ce que j'ai été interpellée quelquefois en France, en tout cas dans les pays en dehors de la Tunisie, où j'ai exposé ces pièces, où on va me dire quand même, mais comment tu oses découper ces archives? Ce sont des archives de votre pays. Et effectivement, je n'ai pas le même rapport à l'archive, en fait. Pour moi, c'était un matériau complètement riche que j'avais très envie de dessiner dessus, de le montrer d'une autre manière, de jouer avec, de le détourner, de dialoguer avec, de rentrer en confrontation avec. Et je n'ai pas forcément été dans cette valeur patrimoniale ou cette valeur d'archives ou d'histoire. Donc déjà, c'était quand même assez violent, en tout cas, au regard des personnes qui ont une histoire de valeur très, très importante vis-à-vis des objets. Et ensuite, beaucoup plus tard, cette pratique de dessin en coupant, au lieu d'ajouter, de dessiner, de laisser une trace, mais en fait de retirer avec le cutter, je l'ai adopté plus tard, beaucoup plus tard, sur les diapositives. Mais ces diapositives, je les ai rencontrées beaucoup plus tard, donc encore une fois, c'est un travail qui était... c'est beaucoup en relation, c'est suite aussi à cette trouvaille d'essayer de retravailler avec des tableaux que je suis allée collectionner chez des marchands de souvenirs, donc à Sidi Bou Saïd, dans la ville natale de mes parents, de moi-même, parce que c'est une ville touristique. Donc encore une fois, c'est marrant parce que puisque j'ai grandi à Sidi Bou Saïd, c'est comme un peu grandir à Montmartre ici. Donc c'est vraiment un lieu où les touristes sont toujours présents avec nous. Ça fait partie de notre cadre de tous les jours. Et en même temps, donc, il y avait ces boutiques de souvenirs et ces objets que je vois, donc ces tableaux destinés aux souvenirs avec des paysages de la Tunisie où j'ai eu comme voilà, une forme de besoin comme ça de recouvrir avec une peinture blanche tout en laissant des réserves donc de détails du paysage de la peinture d'origine. Donc je peins sur des toiles déjà peintes par des artisans. Ces deux travaux donc de cartes postales et de peinture de souvenirs, je les ai réalisés en 2012, à peu près à la même année, et dans un dialogue entre la Tunisie et la France, c'est-à-dire des objets que je ne peux pas trouver en France, les tableaux, et les cartes postales que je trouve et je niche chez les collectionneurs de cartes postales anciennes. Ces deux donc, ont donné suite à ce travail donc, que je montre à la Cité de diapositives. Ici, je profite pour montrer l'objet parce que je ne le montre pas forcément comme ça dans l'exposition à la Cité des Arts, mais c'est vraiment cet objet, encore une fois, destiné pour le souvenir. Ça s'appelle la Tunisie romaine, où il y a aussi Sidi Bou Saïd, souvenir de la Tunisie, avec 6 diapositives à chaque fois, le même paysage qui se répète parce que cet objet est destiné pour les touristes, encore une fois pour les souvenirs. Ce monsieur les avait dans une boîte qui n'en sert plus parce que peut-être il allait les jeter un jour puisqu'ils ont pris toute l'humidité, toute l'histoire depuis les années 80, 90, où on vendait ces diapositives parce que c'était un moyen, c'était à l'époque un moyen de retrouver ces paysages ou de faire des soirées de souvenirs de voyage. Et j'aime bien aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a de circulation des images, de me retrouver avec cet objet complètement archaïque et incroyable. Et donc, j'avais envie de refaire ce travail, donc découper directement avec le cutter
sur ces cartes, sur ces diapositives, ce qui relève de l'impossible. En tout cas, techniquement, pour moi, c'est tellement miniature. Et j'ai eu comme une révélation de cet outil incroyable de gravure à l'aide du laser, parce que le laser peut vraiment aller dans les détails et découper des millimètres. Et j'ai appris à utiliser cette machine qui est quand même vraiment, il faut le souligner, gigantesque par rapport à cette miniature de film que je pose pour que le laser vienne découper. Donc, encore une fois, un rapport très violent parce qu'effectivement, même cette machine est encore une fois gigantesque par rapport à ce petit film qui est très, très vraiment fragile et à chaque fois, bien sûr, ce sont des diapositives qui ont pris beaucoup de temps, l'humidité, comme j'ai dit, qui ont permis de révéler des couleurs, des fois des tons de rouge ou des fois même, comme ici, par exemple, sur cette image où on voit comment le temps il a rongé tout simplement le film et l'image. Et encore une fois, peut-être que, pour préciser un petit peu après, où j'ai fait aussi beaucoup de recherches à une époque sur cette question de l'écriture, et comment je suis arrivée à l'incision ou en tout cas pour essayer de comprendre, mon geste, d'inciser ou de dessiner, au cutter. C'est que dans l'étymologie du mot, écriture, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec donc écriture et lecture dans leur étymologie. Et dans l'écriture, donc son origine latine, c'est inciser, parce que ça renvoie aussi effectivement à comment on va inciser sur une pierre de rosette, donc une pierre, en tout cas le mot ou le texte, alors que dans le sens arabe, c'est ligaturer. Donc, ça renvoie à la relation entre les choses. D'ailleurs, la calligraphie, en ligature les mots ensemble, l'alphabet ensemble. Et ces éléments dynamiques comme ça de l'histoire où on va peut-être avoir ce côté d'incision lorsqu'on parle d'une histoire plutôt occidentale, où on va graver, on va laisser une trace presque indélébile ou peut-être oui, brûlée quelque part. Et une autre par rapport à ce que je réalise aussi sur les tables de chevet, de relations, de mise en relation, de rapport entre les choses, de ligature voilà. Et dans la question de ligature, il y a aussi ce qui peut rejoindre ce que Mehe elle a dit tout à l'heure, c'est le soin, en fait. Ligaturer, ça renvoie aussi à un acte médical, chirurgical, de soigner en mettant des éléments ensemble qui ont été coupés, par exemple, pour les ligaturer ensemble, pour qu'ils puissent reprendre peut-être connexion. Donc, il y a cette source théorique m'a beaucoup servi, en fait, à comprendre mon geste et ensuite à comprendre aussi mes deux gestes un peu antinamiques de mise en relation et de coupe ou découpe dans l'histoire, en fait. Merci beaucoup. Enfin, lorsque je parlais de violence, pour le coup, je ne qualifiais pas ton geste de violent. Pour moi, enfin, ce que je vois dans ce travail autour des diapositives, c'est effectivement la violence aussi du rien ou du quasi-rien. C'est-à-dire que ces textes disent, là aussi, point de vue de Françaises qui s'interrogent beaucoup sur la profondeur de la pratique touristique de mes compatriotes dans les années 70-80 qui allaient en Tunisie, ce rien, ce babil, en fait, vient brûler des images de la Tunisie. C'est-à-dire que la brûlure, elle menace d'effacer totalement ces images. Ce rien du babil des cartes postales sont à la limite de la destruction, en fait. Font table rase du réel et disent pour moi, là où tu parles de mise en relation, de traduction, de lien, disent pour moi la quasi-impossibilité d'une rencontre, en tout cas via
la visite touristique des Français, l'usage de diapositives et de cartes postales. Voilà. Donc, c'est une des lectures évidemment possibles. Mais moi, je vois la violence dans ces mots. Et la brûlure ne vient que rendre patente cette violence-là d'une quasi... de ce qui pour moi semble être quasiment l'impossibilité d'une rencontre. Puisque là, on ne le voit pas, mais c'est bons baisers... Bon baiser depuis la plage où il fait 25 degrés, signé Coralie et Nico. Enfin, voilà, donc pour moi, cette brûlure, c'est celle de cette consommation, déjà de cette consommation touristique et de cette non-rencontre. Mais on peut, voilà, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'était ça que j'évoquais. Voilà, là où tu parles de ressouder, ce qui est très beau, cette notion de ligaturer. Je vais opérer une petite jonction justement auprès de Maher autour de cette question de la soudure, de la réappropriation. Dans une pièce récente que tu as réalisée qui s'appelle Calendrier, là aussi, tu te réappropries des objets qui ont été fabriqués pour un autre contexte, donc non pas touristique, mais dans ce mixte en fait intime et social qui est donc effectivement le trousseau, le programme qui est le trousseau de mariage, et en même temps tu les déplaces vers une sorte d'installation, de ready-made, et en même temps dans une fonction de marquage du temps. Donc on revient à cette question de la durée qui s'inscrit, donc là, qui se dépose dans des objets, mais que tu mets en scène comme étant donc un calendrier. Et j'aimerais bien peut-être que tu reviennes sur cette notion justement de calendrier. Chez Farah, il y avait le calendrier. Enfin, pour moi, il y a une inscription là aussi, c'est ma lecture, mais dans un temps post-colonial. Et je dirais que, par exemple, avec calendrier, on est dans une temporalité qui est très différente et qui est celui, là aussi, de rites très normés dans le temps, mais de rites qui concernent vraiment qui sont à l'échelle de l'existence et d'une existence à la fois familiale et féminine. Donc voilà, pourquoi ce calendrier? Pourquoi ces 12 mois? Oui. Ce calendrier est composé de 12 napperons qui sont d'un diamètre de 30 cm à peu près et qui sont travaillés chacun avec une technique différente. Par exemple, là, c'est de la dentelle avec l'aiguille. Ça, on appelle ça au Liban dentelle bretonne, mais je ne sais pas si c'est la vraie. La peinture, les perles, le point de croix, etc. Il y a 12 napperons que j'ai récupérés dans le trousseau de mariée de ma mère. Et le napperon, le trousseau de mariée comportait plusieurs séries. Par exemple, pour la broderie, il y avait une très grande série composée d'une douzaine de napperons de différentes tailles pour les différentes tables de la maison. Et il y avait différentes couleurs aussi et différentes techniques qui sont en rapport avec le calendrier, si on peut dire 4 saisons, ou bien les fêtes qui peuvent être religieuses ou autres. Et alors, on décorait notre maison selon la saison ou bien la fête qu'on vit maintenant. Et c'était, comme j'avais dit, une façon de rythmer cet endroit et de l'isoler de ce qui se passe dehors. Parce que la plus grande partie du trousseau de ma mère a été fabriquée pendant la guerre. Alors, elles étaient dans la maison, les femmes, à continuer ce travail qui s'occupe de leur future maison. Et aussi, à peu près tous les motifs et toutes les broderies et tous les dessins sont pris de magazines françaises importées de la France. Je ne connais plus les noms. Il y a, je ne sais pas, Marie-Claire, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a plusieurs noms. Elle les a toujours, ma mère. Et alors là, si cet objet, c'est un ready-made, oui. Est-ce que c'est une installation? Je ne sais pas vraiment quel statut donner à ces objets, tous les objets que je fais.
sculpture, installation, peinture, je ne sais pas. C'est plus la mémoire qu'ils portent et le contexte et les histoires qu'ils racontent. C'est des gens qui les ont fabriqués, qui les a fabriqués, pourquoi et quand, et quel moment de leur vie ils ont occupé, et comment ce rythme, ces objets ont rythmé la vie de ces personnes, et ce rythme, je l'ai transféré dans cette expo. Alors, c'est ce lien que j'essaye de faire. C'est aussi ce lien entre les deux cultures, qui sont le Liban et la France, puisque c'est des magazines qui viennent de la France. Et oui, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Oui, oui, absolument. Alors, il y a une demande très légitime d'une personne qui participe qui voudrait voir en grand, en fait, les images de l'œuvre calendrier parce qu'elles étaient en tout petit. Donc, c'est passé en diaporama. Et c'est aussi une manière d'introduire la possibilité donc, de faire passer le micro dans la salle. Donc, vous pouvez tout à fait envoyer vos questions. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Et là, je n'ai pas les 12 avec moi. Je n'ai pas toutes les images. On te doit encore une photo de la scénographie dans l'exposition Répar Reprise où les napperons sont présentés en ligne. Voilà, les 12 sont en ligne. Donc, n'hésitez pas, cher public, à envoyer quelques questions et remarques. Il y a cet outil fabuleux qui est l'outil Converser avec une petite bulle comme dans les bandes dessinées en bas et vous pouvez envoyer, soumettre quelques questions ou remarques que vous souhaiteriez partager avec Farah Relil et Maha Yamin si vous le souhaitez. En attendant, il y a une petite chose qui se... Donc ça va. Donc c'était un merci à l'attention de Maha qui avait spécifié. On parlait donc de trousseau de mariage. D'affranchissement, de débroderie. Et dans un entretien préliminaire, tu insistais sur le fait que finalement, ce qui t'intéressait, c'était certes peut-être des expériences socialement déterminées comme étant féminines, mais en même temps, sur cette expérience humaine qui a très simplement à l'exil en l'occurrence, mais aussi tout simplement à la transformation. Et peut-être que toutes les deux, on pourrait peut-être terminer là-dessus, sur cette question, sur cette inscription dans le temps long. Vous disiez toutes deux que c'était en fait un processus, ce processus de séparation et de transformation de soi au gré des guerres, de l'exil, des retours éventuels, et que ça avait peut-être une incidence sur le caractère sériel de votre travail. Voilà, je voudrais peut-être vous entendre toutes les deux sur cette question de la reprise sans cesse et de la série, en fait, du processus, voire de la mise à nu du processus dans vos travaux. Voilà, vous reprenez sans cesse des objets, vous reprenez sans cesse des pratiques. Peut-être que c'est quelque chose qui marque votre pratique des dernières années, que c'est peut-être quelque chose que vous allez interrompre, ou peut-être que vous n'allez jamais interrompre précisément. Et je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, je commence. Je n'ai pas vraiment la réponse, mais j'essaye. Oui, je crois que mon travail passe par des recherches qui se transforment avec le temps. Ce n'est pas mais c'est une recherche que ça fait plusieurs années que je mène. Et oui, comme on dit, c'est une recherche. Alors, ça va durer un certain moment. Peut-être que ça va s'arrêter pour aller ailleurs. Mais comme moi, j'avais commencé la peinture au Liban, ma formation, c'était surtout en peinture. Et là, la recherche, c'était plus sur la représentation du monde, sur la symbolique, par exemple, des couleurs, le bleu à côté du jaune, quelle impression va donner selon Kandinsky le spirituel dans l'art. Alors, c'était plus cette recherche. Et puis, avec ma venue en France et mon éloignement, j'ai eu ce besoin que l'art me mette plus en rapport avec le réel et non plus avec la représentation. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers cette série, si vous voulez dire,
de travaux sur ces gestes, ces objets de la mémoire et du quotidien. Mais après, qu'est-ce que ça va devenir, je ne sais pas. Farah, est-ce que... Oui, alors c'est un peu vraiment la même chose. J'ai l'impression que on a eu le même processus à peut-être quelques années d'intervalle. Mais effectivement, moi, aux Beaux-Arts, comme je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai appris donc la technique, notamment de la peinture et aussi de la gravure, sans forcément avoir cette peut-être cette prise de conscience ou cette distance vis-à-vis de ce que je faisais, de ce que j'apprenais, de ce que j'étudiais. Et, et c'est comme ça que lorsque je suis venue en France, à Paris, en 2007, j'ai effectivement, je me suis éloignée de cette représentation et de cette formation un peu classique, peut-être des choses, pour prendre conscience de de ma propre manière d'observer, peut-être aussi de cette question de la transmission que j'ai eue de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'art qui est issue, donc encore une fois, occidentale, par la langue française, mais pour plutôt l'interpréter, la comprendre, essayer aussi de m'identifier ou de me désidentifier par rapport à cette histoire à travers les objets. Et effectivement, la question de la recherche est venue un peu spontanément aussi parce que par la force des choses, puisque je suis venue pour faire un doctorat, pour moi, l'art à cette époque-là ne signifiait pas du tout devenir artiste. J'avais pas forcément une image d'une carrière artistique autour de moi, mais plutôt par contre de transmission, d'enseignement. J'ai quelques professeurs aux Beaux-Arts de Tunis qui m'ont beaucoup marqué. Ils m'ont plutôt inculqué le regard critique sur mon environnement, sur ce que je prends comme normal. Et je les remercie énormément parce que effectivement, je pense que c'est surtout ça que j'ai pris avec moi en France. Et avec le recul, ça me donne une forme de distance par rapport aux choses qui du coup, va me permettre de peut-être user de ces éléments qui parlent ou viennent de la Tunisie, mais qui au final, qu'on peut retrouver un peu partout, mais pour mettre en avant non pas la représentation ou la symbolique d'un art tunisien ou d'une identité ou d'une histoire, parce que c'est plutôt des histoires ou des multiplicités ou des hybridations et des mélanges plutôt. Et, et peut-être dans cette esthétique aussi qui beaucoup me touche, c'est-à-dire le processus comme une forme. Pour peut-être, encore une fois, je vais faire une citation, puisqu'on a commencé avec Walter Benjamin. Je peux le citer aussi dans La tâche du traducteur, qui m'a beaucoup intéressée, la question de l'artiste en traducteur. C'est effectivement cet artiste qui va être dans une opération de transformation d'une langue vers une autre. Et Walter Benjamin, dans La tâche du traducteur, il dit la traduction est une forme. Et c'est quelque chose ça a beaucoup nourri mon travail. C'est-à-dire que au lieu de donc m'arrêter sur l'œuvre finale, dans le sens de la figure qui va être exposée dans un white cube, encore une fois, ou dans un musée, ce qui m'intéressait, c'était les opérations de transformation. C'était effectivement, comme tu dis, la machine nue, ce qu'on voit à l'intérieur de cette décortication, ce qu'on va l'ouvrir, c'est comment on va faire une coupe aussi. Ça renvoie aussi à un geste un peu scientifique et qu'on va voir à l'intérieur de ce qu'il y a. Et c'est ça qui fait l'œuvre. Donc, c'est non plus la figure, mais plutôt le processus qui devient l'œuvre elle-même. Et voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un peu
ma manière aussi peut-être de digérer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu grandir avec, les objets qui m'entourent, qui sont des objets qui circulent. D'ailleurs, les tables de chevet, ce sont d'inspiration anglaise du 19e siècle. Les diapositives, ça renvoie à une période bien déterminée, les cartes postales aussi, qui viennent aussi de techniques et de technologies qui n'ont pas été inventées en Tunisie, qui n'ont pas, en tout cas à cette période-là, qu'on a hérité parce qu'ils sont venus par circulation, qu'on a imité, qu'on a essayé de faire pareil. Donc, cette question de faire pareil, cette question de se projeter dans l'autre, de ce que l'autre va donner en nous et ce que nous va donner en lui, c'est quelque chose qui est dans la traduction, dans la langue, dans les langues et les langages très visibles qu'on peut comprendre comme ça. Mais par contre, à travers peut-être l'histoire de l'art, elle était, on parle de mineur et de dominant, donc malheureusement, il y en a qui ont dominé. Donc l'image, elle a dominé et peut-être de déjouer cette image pour montrer plutôt son revers ou sa machine ou comment elle est faite pour inciter peut-être à une forme d'invention, de fabrication, voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais juste prendre on va bientôt malheureusement devoir se quitter. Alors évidemment, donc, les questions du public arrivent toujours au dernier moment. Alors j'en ai deux que je vais mettre en partage, je vais essayer de résumer. Hala Al-Abdallah, en tant que réalisatrice syrienne, pointe du doigt le fait qu'en tant que femme, elle n'avait pas osé jadis s'inscrire en école de cinéma et elle se demandait si vous vous considériez, ou bien aussi peut-être si on vous renvoie en tout cas à l'identité d'artiste femme, et s'il y avait donc quelque chose de l'ordre voilà, du féminin, et qu'est-ce que vous faisiez de cette identité-là, de cette question-là. Il me semble que vous avez déjà apporté des éléments de réponse, mais si vous voulez revenir sur un point important sur cette question, vous le pouvez. Et Hanan Kassab-Hassan vient de nous envoyer un très long message autour de la relation que vous entretenez avec le passé. Et sa remarque se termine par la question suivante. Donc à vous deux, adressée à vous deux, est-ce la guerre et la destruction qui donnent cette envie à une Libanaise de garder les morceaux du passé, alors qu'une Tunisienne, apparemment, procède différemment et ne sentirait pas exactement ce besoin. Voilà. Vous avez 4 heures sans calculette. Voilà. Donc, vous avez 3 minutes, littéralement. Okay, je vais faire vite. Est-ce que vous deux, vous voyez l'intitulé donc les questions, vous les voyez aussi par écrit? Oui. Voilà, là, c'était une manière de les mettre en partage dans la vidéo, mais vous pouvez les voir. Mais il ne nous reste plus que quelques minutes, donc vous choisissez aussi les questions auxquelles vous voulez répondre. Vous n'êtes pas non plus obligé. D'accord, je commence. Si la guerre et la destruction m'ont donné l'envie de garder les morceaux du passé, je ne sais pas, mais parce que comme j'avais dit que les vestiges ou bien de ce passé sont toujours présents dans le présent, avec les discours, avec les paysages, avec les maisons, tout est là dans le présent. Alors, c'est ce qui me pousse à faire ça. Et la voix féminine, c'est plus pour moi une sensibilité. C'est comme ça que je suis née. J'ai des sensibilités à des choses que peut-être d'autres n'ont pas, et d'autres sensibilités. Jusqu'à maintenant, c'est ça pour moi. Alors, pour ma part, pour reprendre, donc pour commencer par la question de la femme, de la féminité, effectivement, je pense que, encore une fois, je suis une femme. Donc, je pense qu'effectivement, la sensibilité que j'ai et ce regard-là, mais j'ai toujours... ce n'est pas forcément dans mon sujet. J'aime bien penser mes travaux un peu sans genre ou peut-être dans d'autres travaux qui ne sont pas forcément présentés dans cette exposition.
on ne pourra pas savoir si c'est un homme ou une femme qui est derrière. Mais en tout cas, là, effectivement, c'est des références pour les tables de chevet qui restent quand même assez féminines, sans forcément avoir la question de la femme comme sujet principal, en tout cas de ce que je porte dans ces gestes et dans ce travail, ce processus. Et par rapport à la dernière question, alors je pense pas que que je ne mette pas forcément le passé en avant, mais peut-être, d'une manière, différente, en tout cas je vais, non pas déléguer à 100 ces objets, je vais quand même agir sur ces objets, qui renvoient aussi à une époque, qui renvoient à leur histoire, et à travers, leur histoire, ça renvoie aussi à un cadre, à un lieu de vie, à des habitudes, à des éléments comme ça. Je vais voilà, écrire dessus, je vais, ajouter des images qui sont fabriquées ou réalisées par moi-même, mais alors, encore une fois, moi, j'ai pas vécu la guerre, hein, et je pense que d'ailleurs, on parle de protectorat française dans le cas de la Tunisie. C'est assez particulier, mais je pense que quand même le passé est à l'honneur dans mon travail parce que je ne travaille qu'avec des anciennes cartes postales, des anciennes diapositives, les tables de chevet, comme j'ai dit, peuvent même renvoyer à la fin du 19e siècle. Donc, oui, c'est peut-être une manière pour moi de les présenter au présent, pour en discuter un peu et dialoguer entre plusieurs temporalités. Je pense aussi que tu t'empares, enfin vous vous emparez vous deux d'archives, pas seulement pour leur charge de passé, mais pour leur statut aussi d'ordinaire, en fait, d'objets ordinaires, Oui, c'est ça. de revalorisation aussi d'objets ordinaires, au-delà pour le coup de leur charge de passé. Enfin, c'est on connaît bien, mais toute la question des vies infâmes, enfin voilà, des vies minuscules, et qu'il s'agit aussi de réutiliser ça au-delà, ou en tout cas en dialogue avec leur charge historique. Et aussi peut-être de réintégrer la question de la mémoire matérielle dans l'écriture de l'histoire. Ça me semble être aussi au cœur de votre pratique. Alors, je crois que malheureusement, on doit se séparer pour maintenant, mais vous retrouverez donc cette vidéo. Donc, en tant qu'archive, alors la question de la durabilité des archives web est un vaste sujet, mais en tout cas, cette vidéo va exister et pourra être consultable, donc et consultée sur le site de Portes ouvertes sur l'art et de la Cité internationale des arts, et sur les canaux de YouTube, donc. Et on aura le plaisir de se retrouver pour une troisième rencontre de ce cycle le 18 mai. Donc voilà, vous aurez le détail de la prochaine rencontre sur les sites des unes et des autres. Donc en tout cas, qui aura lieu, donc save the date, sauver la date, le 18 mai à 18h. Et en attendant nos retrouvailles, je voudrais vraiment remercier de tout cœur votre présence et votre parole et votre générosité. Donc, je parle de Maha Yamin et Farah Relil. Donc, merci infiniment d'avoir été là avec nous. Voilà. Merci à vous aussi pour l'invitation. Bon, eh bien, Natacha, la Cité internationale des arts, le mot de la fin ou... Non, tout va bien. Je veux juste remercier de cette très, très touchante échange et de toutes les questions aussi posées par les auditrices très, très attentives. Donc, merci à vous toutes et tous. Et donc, à 18 mai en ligne, sinon, pour la visite à la Cité des Arts, de voir l'exposition en vrai.